Et pour ce débat politique, j'accueille deux députés, tous les deux membres de la commission des affaires sociales, celle qui a étudié le projet de loi travail. Bonjour messieurs, Bonjour. Merci d'être avec nous. À ma gauche, Adrien Quatennens, vous êtes député du Nord, la France Insoumise, bienvenue. Merci. Et puis face à vous, Sylvain Maillard de la République En Marche, député de Paris. Et on va tout de suite, bien sûr, commencer avec un débat sur ce texte, en ce moment débattu dans l'hémicycle. Adrien Quatennens, vous vous battez beaucoup, on vous voit en ce moment dans l'hémicycle. Vous n'avez pas l'impression de vous battre contre un mur ? En quelque sorte, c'est-à-dire si on prend en considération le fait qu'on a devant nous, c'est clair, une majorité qui est assez écrasante, on pourrait le penser. Maintenant, nous avons pour vocation à essayer de convaincre un maximum de personnes à l'extérieur de l'Assemblée des enjeux de ce projet, mais pourquoi pas aussi à l'intérieur. J'observe que nos interventions se font entendre, qu'elles suscitent la curiosité et pourquoi pas qu'elles puissent ébranler quelques certitudes, c'est un objectif. Sylvain Maillard, il y a peu d'amendements de la part de la majorité. Est-ce que ça va être comme ça pour tous les textes ou c'est une volonté d'aller vite ? Alors, je vais répondre à votre question juste avant, je voudrais répondre parce que, à mon collègue, pour lui dire, parce que nous sommes en permanence en séance. Vous commencez à bien vous connaître. Et les séances sont très longues. Moi, je vais vous dire que j'apprécie le fait d'écouter votre point de vue, le vôtre et celui de votre groupe, mais aussi celui des communistes, des socialistes, de droite aussi, les différents groupes, parce que je pense que c'est un débat relativement de qualité. Qui ne part pas dans les invectives, ou très peu, il y a très peu de débordements. Débat de fond, on a deux programmes qui sont très différents, et je crois que article par article, on s'en aperçoit, avec des finalités différentes, avec des points de vue différents, et moi je veux juste vous dire que j'apprécie le fait qu'il y ait ce débat, et je trouve que ce débat, il doit être dans l'hémicycle et pas dans la rue. Donc c'est vrai que je l'apprécie là-dessus. Et pour votre deuxième question, pardon, sur le fait que nous posions peu d'amendements, c'est vrai, vous avez raison. Très peu, quelques-uns arriveront du gouvernement, quelques-uns proposés par nous, mais c'est vrai que nous avons été... D'abord, on a eu assez peu de temps, mais c'est pareil pour tous, mais on a travaillé sur le texte en amont. Donc l'idée, c'est très simple, dans cette co-construction de la loi, en tout cas c'était notre plan de route, et ce sera notre plan de route. Vous l'avez travaillé où ce texte En fait, les jours précédents. Avant la commission. Exactement. On voyait en permanence la ministre et son cabinet pour pouvoir détailler point par point les difficultés que nous pourrions avoir d'un point de vue groupe, parce qu'on veut co-construire, on veut plus avoir... On a vu pendant, la législature précédente, des députés qui arrivent avec des projets de loi déjà tout ficelés. Notre idée, c'est vraiment de travailler en amont. Adrien Quatennens. Moi d'abord, je veux juste réagir à vos propos, juste pour dire qu'effectivement, moi je pense que les débats ne seront jamais trop longs en ce qui concerne ce projet de loi, parce que c'est un projet de loi qui est très ample du point de vue de son périmètre. Par ailleurs, moi je regrette qu'on expédie quand même ce débat. C'est-à-dire que là, il faut quand même voir qu'en 24 heures dans l'hémicycle, on vient de balayer une bonne partie de l'ordre juridique et social des 18 millions de salariés qui travaillent dans le privé. L'article 1, c'est l'article qui fait la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Donc, de fait, et contrairement à ce qu'en dit la ministre, qui renverse la hiérarchie des normes et le principe de faveur. Et l'article 2 fait un espèce de potage hasardeux sur les instances représentatives du personnel. Moi, je trouve que c'est assez expéditif. Et par ailleurs, vous disiez, le débat doit se faire dans l'Assemblée et pas dans la rue. Moi, je pense justement qu'il faut que l'Assemblée serve aussi de caisse de résonance pour qu'on nous entende à l'extérieur. Car vous savez comme moi que s'il a été choisi de faire passer ce projet de loi au début de l'été, c'est justement pour éviter qu'il y ait une prise de conscience trop importante dans le pays. Donc nous avons un rôle aussi en dehors de l'Assemblée, qui est d'expliquer les enjeux de ce texte. Parce que derrière des bonnes intentions de façade, vous savez comme moi qu'il va procéder à une dureté sociale certaine. Les belles intentions de façade pour derrière appliquer une dureté plus importante que celle du gouvernement précédent, ça commence à se voir, et nous avons vocation à faire en sorte de continuer à démasquer le gouvernement qui ne nous répond pas sur le fond. La casse du Code du travail, la baisse des droits des salariés ne crée pas d'emploi. J'attends qu'on nous fasse la démonstration de l'urgence de ce projet de loi. Il y a d'autres manières de relancer l'activité. C'est là notre vrai point de désaccord. Et on a des débats longs, mais sur lesquels on n'arrive pas à s'accorder tout simplement. Non, parce que vous avez deux visions totalement opposées. Différentes. Moi, je respecte vraiment la vôtre. J'entends, et parfois certains arguments, je vous le dis, certains arguments aussi nous touchent dans ce que vous dites, parce que c'est pas un moment, il y a eu des formules un peu le monopole du cœur pendant la séance hier, mais on est touché aussi certaines situations. D'ailleurs, beaucoup d'exemples que vous prenez très régulièrement, vous prenez différents exemples, vous et le groupe communiste, différents exemples, gauche, je sais plus le nom communiste, c'est GDR. Vous pouvez dire communiste. Prennent des exemples qui sont frappants et évidemment avec cette grille de lecture, vous pouvez vous dire mais non, mais c'est une casse. Nous, c'est très simple. Pourquoi on passe par ordonnance? C'est pas pour passer pour aller l'été. vite. C'est parce qu'on a besoin de résultats rapides. Parce que à la fin, juste, je vais terminer là-dessus. Le quinquennat d'Emmanuel Macron ne sera jugé que sur une chose. À la fin, est-ce qu'on a remis
du monde au travail. Non, et on sera jugé que là-dessus. Adrien Quatennens vous répond. On ne sera pas d'accord, mais nous on pense que c'est pas l'alpha et l'oméga. Vous avez tout à fait raison, cette loi n'est pas l'alpha et l'oméga. Elle va pas remettre 3 millions de personnes au travail. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais c'est un ensemble de briques qu'il faut aligner pour pouvoir relancer l'activité économique, et c'est cette première brique. La réponse d'Adrien Quatennens, après on va aux 4 colonnes. Vous touchez au vrai sujet. Vous venez de dire la relance de l'activité économique. Cette loi ne va pas relancer l'activité économique. Je ne sais pas quels sont les entrepreneurs que vous rencontrez. Moi, j'en rencontre, notamment ceux des PME, des TPE. Je suis très soucieux de ce qu'ils m'indiquent concernant l'activité. Tous, sans exception, me parlent de l'activité qui ralentit. Ils me parlent des carnets de commandes qui se remplissent difficilement, quand ils ne se vident pas tout simplement. Mais aucun n'a jamais évoqué avec moi le droit ou le code du travail. Et par ailleurs, les études de l'OCDE ont fait la démonstration que ce type de loi ne provoque pas, de fait, la baisse du chômage. Effectivement, on peut s'accorder sur le fait qu'il faille relancer l'activité. Merci. On va tout de suite passer à un autre débat, celui qui concerne la fiscalité. Valérie Brochard, vous êtes avec une députée qui va poser une question tout à l'heure au gouvernement. Absolument, Astrid. Je suis avec Christine Pires-Beaune, élue Nouvelle Gauche de la 2e circonscription du Puy-de-Dôme. Vous allez poser une question qui portera sur le plan d'économie. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu les contours ? Oui, effectivement, je vais interroger donc le Premier ministre sur ces fameux 4,5 milliards d'économies annoncés hier dans une interview au Parisien. Sachant qu'on est un peu dans le flou sur le montant, puisque la semaine dernière, on nous parlait de 8 milliards, hier de 4,5 milliards, et puis ce matin en commission des finances, on nous présente des décrets d'avance pour 3,3 milliards. Donc déjà, on est sur le flou total concernant le quantum exact. Et ce matin en commission des finances, donc on a déjà commencé à interroger les ministres Darmanin et Le Maire. Sur quoi vont porter ces économies, parce qu'en fait on n'en sait pas beaucoup, sauf depuis ce matin où on découvre effectivement que sur ces 3 milliards qui sont documentés, 2,2 milliards sont effectivement des économies qui sont prises sur la réserve de précaution, le gel des crédits, mais 1,2 milliard c'est des coupes sèches nouvelles, et donc là c'est plutôt surprenant et de l'inédit. Moi pendant 5 ans je n'ai jamais vu de telle manière. Comment vous les expliquez justement ces manières? Est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce que c'est sorti du chapeau? Ou est-ce que vous pensez que malgré tout, c'est quand même réalisable? Alors, je pense que c'est réalisable, malheureusement, parce que ça va se traduire sur le terrain, par des suppressions de missions de services publics. On fait pas de miracle. C'est pas un coup de com'. Je pense pas que ce soit un coup de com'. Cette façon de faire, c'est-à-dire de faire un premier décret d'avance de ce montant-là, qui correspond en fait à ce qu'on a régulièrement fait sous la dernière mandature, mais sur une année. Là, on n'est qu'au mois de juillet et on fait déjà le quantum de toute une année. Donc déjà, c'est une première façon de faire, mais c'est surtout qu'en faisant des coupes sèches nouvelles, eh ben, il se garde la réserve de précaution pour faire de nouvelles coupes sur cette réserve de précaution jusqu'à la fin de l'année, et notamment sur le dernier décret d'avance de décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pires-Beaune. Et merci à vous, Valérie Brochard. On vous retrouve bien sûr tout au long de l'émission. Sylvain Maillard, on a vu ces annonces du Premier ministre ce matin dans Les Échos. 11 milliards de baisse d'impôts. La semaine dernière, c'était 7 milliards. Est-ce que le gouvernement sait bien où il va ? D'abord, on a des promesses de campagne et on veut honorer nos promesses de campagne. C'est quelque chose d'assez novateur en politique, c'est-à-dire de ne pas faire l'inverse de ce que l'on a promis pendant toute une campagne électorale. On a été élus, Emmanuel Macron a été élu, les députés ont été élus sur une promesse de rupture, sur une promesse de relance, je dirais, de remise à niveau de notre logiciel, et entre autres d'une baisse de la fiscalité. Ça, on l'avait toujours annoncé, mais surtout, ce que l'on veut, c'est pouvoir relancer l'économie et relancer nos entreprises. Donc on concentre le maximum dès le début pour qu'il y ait ce qu'il appelle un choc. C'était pas prévu dans le discours d'Édouard Philippe. C'est ce qui appelle... Alors, peut-être le montant... C'est des ajustements. Là-dessus, on peut en discuter. Non, il y a beaucoup d'argent, hein, c'est nos impôts. Donc on veut faire un vrai choc tout de suite pour relancer, parce qu'on a besoin de résultats rapides. Adrien Quatennens, cette suppression de la taxe d'habitation dès 2018, est-ce que vous pouvez quand même dire que c'est une bonne nouvelle pour les Français ? Non, je ne pense pas, pour une raison simple. Bon, d'abord, sur la politique de fiscalité et la vision générale qu'en a le gouvernement, pour moi, ça apporte une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que finalement, le gouvernement d'Édouard Philippe et Emmanuel Macron, c'est le renouveau sans changement. C'est-à-dire que certes, le casting a changé, les costumes, les personnages également, mais on maintient le même scénario des politiques d'austérité qui ont été grosso modo appliquées depuis ces 15 dernières années, quelle que soit d'ailleurs l'étiquette politique de ceux qui les ont appliquées. Sur la taxe d'habitation, j'y viens, on propose de faire là une économie et donc du pouvoir d'achat supplémentaire pour les Français. Mais en réalité, on ne dit pas comment on va compenser le manque à gagner. Ça veut dire effectivement, comme le disait notre collègue, qu'il va y avoir des coupes dans les services publics. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vis-à-vis des Français,
on déshabille Pierre pour habiller Paul. Mais en vérité, il n'y aura pas de compensation. Ça va se traduire derrière dans le quotidien des Français par un manque d'offres de services publics. Sylvain Maillard, c'est vrai que ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, 4,5 milliards d'euros d'économies quand même en 2017, c'est important dans les ministères. D'abord, l'audit est bien plus mauvais que ce à quoi nous attendions, donc ça, il faut en prendre acte. On a un vrai déficit, presque 8 milliards. Donc là, il y a un vrai... Et je voudrais revenir sur la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est la taxe, alors l'impôt aux taxes, mais la plus injuste qui puisse exister en France. Pourquoi ? Parce que vous habitiez dans telle commune ou telle commune de l'autre côté de la rue, vous pouvez avoir une taxe qui peut être du simple au triple pour le même logement. Je trouve que je suis un peu surpris là-dessus que vous ne soyez pas en accord avec nous, parce que la taxe d'habitation, pour le coup, c'est vraiment un impôt, une taxe, en tout cas quelque chose qui est vraiment inégal. Après, on peut discuter la question que je pose, c'est la compensation. On peut discuter de la compensation, mais sur le principe de l'annulation de la taxe, en tout cas pour 80% des Français, je suis surpris. Moi, je prends pas de position principielle. C'est-à-dire que si vous m'expliquez comment on compense le manque à gagner, peut-être qu'on pourra s'entendre. Par contre, moi, j'ai beaucoup de suggestions à vous faire s'il y a des trous dans les caisses par rapport à la question de fiscalité. D'abord, vous le savez comme moi, il y a 80 milliards d'évasion fiscale par an. Donc s'il y a une volonté politique, déjà, il y a 80 milliards à récupérer. Après, en termes de fiscalité, il y aurait beaucoup à dire, puisqu'il y a la flat tax qui est en discussion. Mais vous avez quand même le fait qu'aujourd'hui, les PME et les TPE payent beaucoup d'impôts, contrairement aux grandes entreprises. Donc à un moment donné, il y a aussi pas mal de choses en termes de justice fiscale à faire. Et je termine juste sur ce point. Même sur la situation des ménages. Vous voulez qu'on parle de justice fiscale ? Aujourd'hui, vous avez une situation où vous avez 5 tranches d'impôts. Ce qui fait que tout l'effort fiscal est concentré sur les classes moyennes. Nous avons une proposition à vous faire, qui est de revenir à un système plus à l'ancienne, avec 14 tranches d'impôts, ce qui permet de véritablement lisser l'effort. Parce que moi, j'ai regardé de près l'interview d'Édouard Philippe dans Les Échos ce matin. Ce qu'il propose sur la fiscalité, certaines mesures annihilent complètement l'idée de progressivité de l'impôt également. Ça, c'est important. Une réponse, Sylvain Maillard, très rapidement. Dessus, il va y avoir un vrai travail qui sera fait sur l'idée de juste répartition de l'effort fiscal. Moi, je voudrais juste... j'ai quand même vu que c'était... Excusez-moi, mais c'est quand même l'ISF qui est le premier sur lequel on va raboter, en la transformant, en la recentrant sur les revenus immobiliers. C'est un manque à gagner de 3 milliards. C'est notre promesse de campagne. Oui, bien sûr. Mais pourquoi ? Je vais vous expliquer. Attendez, c'est comme tout, c'est comme les ordonnances. C'est-à-dire qu'on ne nous explique pas le fondement de Alors, la je vais raison, vous l'expliquer. Autrement que par le fait que c'est une promesse de campagne. Je vous l'explique avec grand plaisir. Pourquoi l'ISF ou la refonte de l'ISF ? Il y a deux options dans l'ISF. Qu'est-ce qu'on veut ? Nous, ce qu'on veut, c'est que les investisseurs, vous avez du patrimoine, investissent moins dans la pierre, investissent moins dans ce qui est très français, c'est-à-dire investir vraiment dans l'immobilier, parce que ça rassure, mais investissent dans l'économie. Mais pourquoi ? C'est pour créer de l'emploi. C'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour faire un cadeau. Regardez ce que provoque la finance dans les entreprises aujourd'hui. C'est pas de la finance. Ça fait le lien avec la première question sur la loi travail finalement. C'est-à-dire cette logique que pour relancer l'activité, il faudrait moins contraindre les employeurs ou même libérer la finance quelque part. C'est ce que vous dites. Moi, je considère que pour relancer l'activité, il faut un plan de relance qui soit écologiquement soutenable, socialement utile, mais tout autre chose que simplement déverrouiller ce système-là. L'ISF, c'est une nécessité absolue aujourd'hui. Et là, vous allez finalement faire perdurer l'ère de cajolement des riches qui a déjà continué. Et vous savez qu'en termes de marqueurs, c'est quand même important. Vous êtes en train de retourner en l'espace d'une semaine toutes les possibilités liées au code du travail, et en plus, vous annoncez par ailleurs en termes de fiscalité que vous allez restreindre l'ISF. Enfin, ce que vous donnez à voir est assez important. Est-ce que c'est les plus riches qui vont en profiter ? C'est ça la question. La majorité des gens qui sont assujettis à l'ISF, ce ne sont pas des grands financiers. Ce sont des gens qui ont parfois un patrimoine, qui ont hérité d'un patrimoine. C'est pas des grands financiers. Et qu'une partie de des Français qui gagnent bien leur vie, qui gagnent bien leur vie ou qui ont hérité d'une partie, mais c'est pas forcément, c'est pas du grand capital comme on peut appeler ça. Et l'immense majorité en attendant, ce ne sont pas les classes moyennes. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut orienter cette épargne, qui est une épargne tout de suite accessible, cette épargne le réorienter vers les entreprises pour créer de l'emploi, créer du dynamisme. Vous savez, moi je suis moi-même chef d'entreprise. Je vais vous dire une chose qui est très compliquée pour nous. La plupart des entreprises, vous parliez des carnets de commandes. Moi je parle souvent aussi de l'irrationalité de décider d'embaucher une personne. Quelque chose qui est très important, c'est que dans nos entreprises en France, ce qui nous manque beaucoup, c'est de la trésorerie. Ce dont on a besoin, c'est de l'investissement de la trésorerie. Parce qu'on n'a pas les moyens de se déployer, beaucoup moins que dans les autres. Et ça, c'est une façon d'apporter de la trésorerie. Moi, je suis désolé, je regrette que là-dessus, on n'arrive pas, vous n'arriviez pas à imprimer ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre justification que ça. Ça fait le lien avec les carnets de commandes. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Quel est l'effet de la finance sur l'économie ?
Moi, je considère, et peut-être que c'est un point de désaccord entre nous, que l'économie de ce pays est malade à mort de son hyper-financiarisation. Aujourd'hui, dans les entreprises, effectivement, vous avez un capital qui réclame des taux de rendement de 10-12%. Ce qui jugule toute capacité Des grandes d'investissement. Non mais voilà, mais c'est une réalité du coup. Ça veut dire qu'on n'a pas de possibilité de politique de long terme et d'investissement. Voilà le problème. La finance n'est pas toujours la solution, elle est bien souvent le problème. Merci Adrien Quatennens. On passe place au direct avec Valérie Brochard. Valérie, vous êtes celle des 4 colonnes avec un député de la France Insoumise à votre micro. Absolument Astrid, je suis avec Loïc Prudhomme, élu de la France Insoumise dans la 3e circonscription de Gironde. Vous allez poser une question au sujet du nucléaire français tout à l'heure dans l'hémicycle. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur cette question ? Alors oui, effectivement, c'est un sujet qu'on va aborder dans la question cet après-midi dans l'hémicycle, sur notamment l'autorisation qui a été donnée pour le réacteur nucléaire, l'EPR de Flamanville, malgré les défauts qui sont avérés sur le couvercle de la cuve. Donc voilà, on est inquiet de cette autorisation qui est donnée. Ça pose un réel problème de sûreté nucléaire. Voilà, malgré une alerte de l'ASN, le gouvernement va autoriser la mise en route de ce réacteur nucléaire. Vous avez entendu les propos de Nicolas Hulot lundi dernier à la radio. Il parlait de la potentielle fermeture de 17 réacteurs d'ici à 2025. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est même nécessaire? Alors cette sortie du nucléaire de 17 réacteurs, c'est quelque chose qu'il faut planifier. Donc on parle de Flamanville. La première chose, c'est d'arrêter Flamanville, parce que c'est déjà un projet pharaonique qui nous coûte déjà plus de 3,4 milliards d'euros en plus du budget prévisible. Et puis ça veut dire que planifier la sortie de l'arrêt de ces 17 réacteurs, c'est aussi de l'argent qu'il va falloir investir pour en sortir. Et donc voilà, comment on planifie ça ? Comment on renonce au grand carénage, le grand carénage qui est prévu pour tous les réacteurs qui vont arriver en fin de vie dans les années à venir, qui est quand même au niveau de l'argent public une mise de 100 milliards d'euros. Donc cet argent-là, il serait bien plus utile effectivement à aller vers des énergies renouvelables, vers la transition énergétique, ce qui permettrait à ce moment-là d'arrêter ces réacteurs d'une façon programmée, sans réduire le service énergétique qui est rendu aux Français. Donc voilà, c'est quelque chose qui se programme, on ne décrète pas ça, mais on a un plan qui doit être vraiment précis de comment on fait le passage vers les énergies renouvelables et comment on arrête les réacteurs au fur et à mesure. Merci beaucoup Monsieur Prudhomme, merci beaucoup. Et merci à vous Valérie Brochard. Et bien justement, on va regarder ce reportage de François Goulin. Il revient sur les annonces de Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique a promis de fermer un tiers des réacteurs nucléaires avant 2025. Regardez. Son objectif est clair. Nicolas Hulot veut respecter à la lettre la loi de transition énergétique votée il y a 2 ans. Elle prévoit de réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité du pays. Chacun peut comprendre que pour tenir cet objectif, on va fermer un certain nombre de réacteurs et pas un seul réacteur qui d'ailleurs au passage n'a pas encore été fermé. Donc laissez-moi planifier les choses. Ça sera peut-être jusqu'à 17 réacteurs, il faut qu'on regarde. 17 réacteurs à fermer sur les 58 que compte l'Hexagone. Un défi de taille que soutient une partie des députés de droite, les constructifs. Pourquoi pas, mais il y a 2 conditions préalables pour moi. La première, c'est qu'il y ait une stratégie par rapport à la sécurité des Français et une vraie volonté, et ça je crois que Nicolas Hulot l'a, de lancer la transition écologique, c'est-à-dire d'investir autant en compensation dans les énergies renouvelables. Même son de cloche pour les élus de la France Insoumise, qui émettent malgré tout quelques réserves. Ça va plutôt dans le bon sens, c'est j'ai envie de dire une bonne nouvelle. Et nous on est pour une sortie du nucléaire à 100%, mais en même temps il va falloir que le gouvernement garantisse l'argent nécessaire à la transition énergétique. Parce que sinon je vois mal comment on peut résoudre l'équation. Les Républicains, quant à eux, dénoncent une stratégie totalement improvisée par le gouvernement. Je suis assez surpris de voir que le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, annonce quelque chose d'aussi important sans que cela ait été préparé, envisagé, annoncé par le Premier ministre lui-même. On est dans l'improvisation énergétique comme dans l'improvisation fiscale. Tout ça traduit une méthode de gouvernement très brouillonne. L'échéance de 2025 est une vraie gageure pour le ministre de la Transition écologique. François Hollande avait annoncé à la fin de son mandat la fermeture d'une centrale nucléaire, celle de Fessenheim. Elle n'aura lieu qu'après la mise en service de l'EPR de Flamanville, prévue en 2019. Sylvain Maillard, est-ce qu'elle est sérieuse cette annonce de fermer 17 réacteurs, soit un tiers quand même du parc de réacteurs français? Elle est sérieuse parce qu'il nous faut un vrai changement dans notre modèle énergétique. C'est très clair. Je crois aussi que la majorité qui a été portée à l'Assemblée nationale de La République En Marche, dans les visages,
arrive avec peut-être une mentalité, une approche sur le domaine de l'énergie, entre autres, qui est très différente, peut-être. Écologiste, vous voulez dire? C'est pas qu'écologique, c'est de dire quelle va être notre énergie du 21e siècle, du 22e siècle. Parce que dès qu'on lance une centrale nucléaire, il faut savoir que c'est sur un plan de 80 ans, entre l'exploitation, la construction, l'exploitation et puis le démantèlement. Donc nous, on part d'un principe très simple, il faut un mix énergétique qui nous permette au fur et à mesure et le plus rapidement possible d'arriver vers une énergie propre, renouvelable. Ça semble quelque chose d'assez logique. Adrien Quatennens, vous y croyez ? Bien sûr, moi je pense effectivement que c'est responsable d'envisager la sortie. Nous sommes pour effectivement la sortie. Dans notre programme, c'est 100% sortie du nucléaire, 100% de renouvelable en 2050. Il y a une chose qui est très nette, c'est que c'est une décision de long terme. On ne va pas sortir du nucléaire comme on appuie sur un bouton pour éteindre la lumière. Donc c'est une décision de long terme qui nécessite de la planification et il faut le faire. Les techniques existent, c'est-à-dire qu'on sait déjà faire autrement. Il manquait plus que la volonté politique. Visiblement, Nicolas Hulot là. Maintenant, moi, je me permets juste un petit bémol. C'est que dans ce gouvernement, Nicolas Hulot, c'est un peu, idéologiquement parlant, en tout cas, l'arbre qui cache la forêt, si je puis parler ainsi. Parce que vous avez quand même aux manettes, notamment de l'économie, des gens qui sont de droite, voilà, très clairement, et à la tête du gouvernement, un ancien nucléariste. Édouard Philippe qui a travaillé chez Areva. Vous voyez ce que j'ai dit ? La réponse de Sylvain Maillard. Je termine juste, je conclus. Ce que je veux dire, du coup, c'est que je doute à cet instant, et je demande qu'à être démenti, de la marge de manœuvre réelle de Nicolas Hulot sur ces sujets. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il avait été un peu recadré aujourd'hui par Édouard Philippe. Donc pour moi, Nicolas Hulot, à cette heure, il a un peu la caution écolo de ce gouvernement. Moi, je lui souhaite de réussir dans le rapport de force qu'il est en train d'entamer visiblement, mais j'en doute pour le moment. Sylvain Maillard, c'est la caution écolo, Nicolas Hulot? Non, écoutez mes propos. Ce que je vous ai dit, j'espère que ça vous a rassuré. Sachez qu'on a une vraie volonté d'accompagner. Alors moi, je suis pas capable de vous dire s'il faut en fermer 17, 12, 15, j'en n'en sais rien. Vraiment, je vous le dis. Mais vous défendrez en tout cas cette... On va changer de modèle et d'ailleurs, on va créer énormément d'emplois aussi dans le démantèlement du nucléaire. Il y a une vraie technologie à inventer. On va travailler dessus. Mais et François Hollande, si vous me permettez juste un instant. Allez-y. Je suis pas spécialiste du tout de François Hollande, c'est pour ça que je vous le dis. Non, mais il avait dit que Fessenheim fermerait en 2017 et c'est pas le cas. Donc c'est vrai qu'on peut quand même douter de tous ces effets d'annonce. C'est ça. Mais sur François Hollande, j'avais beaucoup de doutes depuis très longtemps. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. La seule chose, ce que je veux vous dire, c'est que l'énergie du futur est à inventer. L'énergie doit être stockée et produite à l'endroit où on la consomme. Donc de toute façon, ces grandes centrales, et que ce soit nucléaire ou autre, usines de production, à terme, est condamnée. Ça, il faut le savoir parce que tout le monde ne partage pas votre vision. Je sais bien, mais alors moi, c'est l'avantage d'être dans la technologie, de vous dire, il faut inventer le modèle de demain qui sera un modèle beaucoup plus vertueux, mais aussi, pour le moment, travailler au trot sur les batteries. Un dernier mot d'Adrien Quatennens, on passe à un autre thème. A raison de dire que ça va créer beaucoup d'emplois, et il faut aussi rappeler, pour rassurer sur ce point, qu'on ne sortira pas du nucléaire sans les nombreux travailleurs et les compétences qu'a dans le nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a cette inquiétude régulièrement quand on dit la sortie nucléaire sur l'emploi. Véritablement, moi je veux rassurer tout le monde là-dessus. Dans les projections de planification écologique qui prônent la sortie du nucléaire, on a besoin de beaucoup de compétences et on a besoin des travailleurs nucléaires et même d'encore plus d'emplois. Donc je veux dire, si on entame un plan de sortie, il y a de l'emploi pour plusieurs générations à mon avis. Allez, on part tout de suite, salle des 4 colonnes. Retrouvez Valérie Brochard. Valérie, vous êtes avec une députée des Alpes-Maritimes à votre micro. Absolument, Astrid, je suis avec Marine Brenier, élue Les Constructifs de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Vous avez décidé de poser une question aujourd'hui sur les attentats de Nice perpétrés il y a quasiment un an. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement à cette date d'anniversaire et qu'on l'a vu lors de cet événement tragique, il y a eu des incertitudes, notamment concernant le dispositif de sécurité qui a été mis en place le soir du 14 juillet par le gouvernement. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de demander la création d'une commission d'enquête par le biais d'une proposition de résolution. Donc je voudrais savoir si ma proposition d'enquête va pouvoir voir le jour. Également parler de l'indemnisation des victimes, puisque aujourd'hui, on le voit bien, de nombreuses victimes, des familles de victimes n'ont pas encore été indemnisées, ne sont pas suffisamment accompagnées dans leur quotidien qui évidemment est devenu extrêmement difficile depuis cet événement dramatique. Et donc c'est tout un tas de questions que les Niçois aujourd'hui se posent dans leur ensemble, puisque un an après cet événement tragique, malheureusement chacun essaie de se reconstruire, mais il y a encore du chemin à parcourir. Merci beaucoup Madame Brenier. Merci.
Et merci à vous, Valérie Brochard. Avant de parler du terrorisme, j'aimerais qu'on revienne sur une petite polémique qu'on a entendue dans l'hémicycle hier. Les députés, visiblement, ne pourront pas rejoindre leur circonscription pour célébrer le 14 juillet. Adrien Quatennens, c'est votre groupe qui en a beaucoup parlé. Oui, c'est problématique, effectivement, parce que c'est la volonté de beaucoup. En plus, on est nombreux à être nouvellement élus, donc il y a un intérêt pour nous à participer à ces cérémonies. J'espère qu'un maximum d'entre nous pourront y participer. Moi, je suis un peu privilégié dans l'histoire parce que ma circonscription n'est pas très loin d'ici. Mais c'est vrai qu'on a des collègues qui ont du chemin à faire pour y retourner. Donc j'espère qu'ils en auront le temps, effectivement. Sylvain Maillard, vous le déplorez ? On a un rythme parlementaire soutenu. Ça, c'est très clair. Il ne tient qu'à vous de réduire la longueur des débats. Vous voulez bâillonner l'opposition. Moi, je suis pareil que vous. Je suis de Paris. Donc mais c'est vrai que pour certains d'entre eux, ça va être compliqué. On est en train aussi de voir tous ensemble comment faire assurer ce qu'on appelle des permanences, en tout cas pour jeudi soir, pour que ceux qui sont le plus près de leur circonscription soient dans l'hémicycle. Voilà. On va trouver une solution républicaine. Et puis le 14 juillet, évidemment, c'était cet attentat de Nice. À ce moment-là, la France était sous état d'urgence. Justement, l'état d'urgence, vous êtes en train d'en sortir. Est-ce que, selon vous, le texte qui est en préparation peut aider à lutter contre le terrorisme ? Alors, moi, je ne travaille pas sur ce texte-là, donc je ne vais pas le commenter. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette situation à renouveler en permanence l'état d'urgence sur l'état d'urgence. Il faut on sait bien qu'on est dans une situation de long terme. Les Français ne comprendraient pas, en tout cas c'est notre point de vue, qu'on sorte de l'état d'urgence, qu'on s'enlève cette possibilité, tout en sachant que ça nous coûte. Je veux dire, d'un point de vue ne serait-ce que financier, ça nous coûte énormément, parce que beaucoup de touristes ne viennent plus en France parce qu'ils ne sont plus assurés. Entre autres des touristes américains, des touristes coréens, des touristes japonais, ne viennent plus parce qu'ils sont assurés, mais ils ne sont plus assurés par leurs assurances personnelles pour venir visiter la France parce que nous sommes en état d'urgence. Donc c'est des choses très concrètes. Il faut qu'on puisse sortir de cette situation qui va durer malheureusement longtemps. Adrien Quatennens, c'est un texte auquel vous vous opposerez, on l'imagine. L'état d'urgence en tant que tel, c'est dans son nom, doit rester quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire qu'après, il y a la question de son efficacité quand on le prolonge comme ça. Maintenant, moi, je m'inquiète de voir qu'on va en sortir, certes, a priori, c'est ce qui est annoncé, mais visiblement, les lois en préparation visent à transposer pas mal des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Donc bon, moi, j'attends de voir ce qu'il en sera. Maintenant, sur la question du terrorisme, je pense qu'il faut raison garder. Nous en appelons à une politique de sécurité rationnelle, visant d'ailleurs à ne pas s'agiter au moindre assassinat sur le fait qu'il puisse s'agir d'un acte terroriste, parce que souvent... on a tendance après à accorder une étiquette à ceux qui pratiquent des actes d'assassinat lâches, tout bêtement, qu'il ne faudrait pas leur prêter. Et puis il faut aussi travailler sur les causes. Nous en appelons à la raison là-dessus, sortir par exemple de l'OTAN et de ses logiques guerrières, renouer avec l'ONU, qui est le seul organisme international que nous reconnaissons en matière de défense, et notamment pour une coalition internationale, et puis surtout des moyens humains, c'est ce qui est le plus efficace de toute façon pour juguler ces causes. Voilà. Il est 15h, la séance de questions au gouvernement va débuter dans un instant dans l'hémicycle. Les tambours de la garde républicaine vont résonner. C'est le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui va passer par cette salle des pas perdus pour rejoindre le perchoir et ouvrir cette deuxième séance de questions au gouvernement. Un petit mot avant de vous laisser rejoindre l'hémicycle. Vous êtes tous les deux primo-députés. Est-ce que vous voyez déjà des dysfonctionnements ? Vous en avez un petit peu parlé au cours de ce débat. Dans le fonctionnement actuel de l'Assemblée nationale, les séances de nuit, qu'est-ce que vous diriez ? Première impression. Il y a des choses qu'il faut clairement améliorer sur des points très ponctuels, très simples. Par exemple, je ne sais pas si on va rentrer dans le détail. Allez-y, vous avez le temps. On a l'ensemble des amendements sur papier. C'est quelque chose d'assez étonnant. Je trouve qu'à l'ère du numérique, on consomme un papier incroyable. Ce n'est pas disponible sur ordinateur. C'est compliqué en tout cas. Et donc on a tous du papier, on a des tonnes de papier les uns. C'est assez étonnant. Et puis sur les horaires, effectivement, il faudra sûrement qu'on travaille dessus parce que nous sommes une assemblée très renouvelée. Beaucoup d'entre nous sommes aussi pères et mères et que nous avons besoin d'avoir une vie privée et que c'est important. Et aussi d'avoir une prévisibilité sur le timing. On est en début de mandat, on va arranger. Puis on va arranger tout ça. Et François de Rugy a annoncé quand même beaucoup de réformes qui, je crois, vont profondément changer la nature du travail parlementaire. François de Rugy qui vient de passer par la salle des pas perdus pour rejoindre l'hémicycle. Un mot, Adrien Quatennens ? Non, mais moi j'avais reçu beaucoup de critiques quand j'avais dit qu'on était un peu assigné à résidence au bon vouloir du gouvernement, mais de fait c'est un peu ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une session extraordinaire dont on ne connaît encore pas bien les bornes non plus.
Donc voilà, moi j'attends effectivement qu'on puisse avoir un calendrier stabilisé. Puis par ailleurs, on a quand même eu à traiter d'une loi majeure et l'amender dans des conditions déplorables. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler qu'on devait amender le texte sans bureau, sans collaborateurs. Bon voilà, sur un texte comme celui-ci, ça méritait mieux que ça. Merci à vous. Voilà, la séance va commencer. Je vous laisse rejoindre l'hémicycle. Merci à tous les deux.